Dans Dragon Ball, s'il y a bien une caractéristique qui est mise en avant, c'est le combat, et dans chaque combat, une démonstration de force est nécessaire pour rendre celui-ci immersif. Et c'est notre héros préféré qui aura le droit à de multiples combats avec divers adversaires et antagonistes, et si Sangoku est réputé aujourd'hui, et ce depuis 40 ans, même plus de 40 ans, c'est bien pour son évolution de puissance. Pour jauger la réelle force de Sangoku, il faut se remettre dans les contextes d'époque, car même si aujourd'hui il est vrai que l'ultra instinct perfectionné détruit le jeune Sangoku, il ne faut pas négliger la force que ça faisait pour l'époque. Car mine de rien, Sangoku n'a que 12 ans lorsque l'œuvre débute et le petit garçon est déjà capable de soulever des voitures et de résister aux balles tirées par Bulma au départ. En dehors de sa force brute et de sa résistance surhumaine, Sangoku est équipé d'un bâton magique qui a le pouvoir de grandir et rapetisser à sa demande, et avec cette arme, il va connaître de nombreux exploits. Bien sûr, Sangoku n'est pas humain. C'est un Saiyan qui a été envoyé sur Terre pour la conquérir sous sa forme Ozaru à la base, mais le jeune garçon a connu une chute violente dans la montagne qui l'a rendu plus docile. Après avoir effectué quelques petites recherches, une tortue de mer pourrait peser entre 200 et 400 kg, et Sangoku parvient donc à porter Umigame sur plusieurs kilomètres sans avoir l'air de se fatiguer. En dehors de tout ça, Sangoku affronte de temps à autre des adversaires qui croisent son chemin et ne montre aucune difficulté à les combattre et à les vaincre. Son premier réel adversaire sera Yamcha, le redoutable bandit du désert dont j'ai traité son histoire sur la chaîne, si jamais vous voulez la découvrir, je vous mets le lien dans la description. Et le premier combat entre les deux est assez serré puisque Sangoku a faim et donc n'est pas en possession de toute son énergie. En revanche, lors de la revanche, on va dire, le petit Saiyan n'aura aucun mal à le dominer. Je ne vais peut-être pas vous réciter tous les combats qu'il a menés, cependant je suis obligé de mentionner le fait que Sangoku a réussi à reproduire la légendaire technique du Kamehameha qui, d'après le grand Muten Roshi lui-même, aurait mis 50 ans pour la maîtriser. On découvre également que Sangoku a l'étrange capacité à pouvoir se transformer en singe géant lorsqu'il regarde la pleine lune, et dans cette forme, sa puissance pourrait être dictuplée. Au final, il ne parviendra jamais à maîtriser cette forme, et même encore sa queue de singe, qui est une caractéristique Saiyan, lui serait retirée à de nombreuses reprises avant que celle-ci ne soit retirée définitivement. Ce n'est que lorsque Sangoku deviendra l'élève de Muten Roshi qu'il va avoir son premier rival, même si au final, Krillin n'est pas vraiment son rival. Sangoku a de meilleures aptitudes que lui, et ce depuis leur rencontre. Pendant l'entraînement de Muten Roshi, par exemple, les deux élèves sont amenés à effectuer des tests. La vitesse, par exemple, Sangoku va réussir à courir une certaine distance que j'estime à environ 100 mètres en seulement 8,5 secondes, contre 10,4 pour Krillin. Dites-vous quand même que la plus grande source de motivation de Sangoku au début de l'œuvre, c'est la nourriture. Le simple mot « gagner un repas » permet à Sangoku de réaliser des exploits que aucun humain normal ne pourrait se vanter de réussir. Le lendemain, l'entraînement continue, et Sangoku ainsi que Krillin vont devoir livrer une caisse de bouteilles de lait sur plusieurs kilomètres dans toutes les conditions possibles. Sautiller, monter des centaines d'escaliers, tenir en équilibre, passer des chemins debout, traverser des rivières avec un fort courant et même se faire courser par un dinosaure. Voilà la livraison de lait que les deux élèves vont devoir faire tous les jours pendant 8 mois, et ça encore, ce n'est que l'entraînement pré-matinal. Passons à l'entraînement sérieux. L'entraînement matinal débute. Sangoku et Krillin doivent labourer des champs qui s'étendent sur plusieurs hectares à main nue, ce qui aura pour objectif d'augmenter la résistance des jambes, des reins, des bras, mais surtout des mains. Après cet entraînement, un peu de lecture afin de travailler l'esprit est nécessaire, mais passons directement à l'après-sieste d'1 heure, il est maintenant 13h30. Le début d'après-midi est brutal, les deux élèves doivent aider les ouvriers à transporter des charges plutôt lourdes dans le but de développer les muscles et en plus de toucher un salaire. Pour poursuivre l'entraînement, Muten Roshi donne pour exercice de déplacer un rocher pesant plusieurs centaines de kilos, ce que Sangoku réussit à faire, mais un autre rocher qui cette fois-ci se compte en tonnes, lui est ciblé. Sangoku n'y arrivera pas cette fois-ci, la force brute n'est pas suffisante, il est temps de passer au prochain exercice, la natation. Il n'y a pas grand chose à dire à propos de cet exercice, sauf si ce n'est le fait qu'ils sont poursuivis par des requins et que donc ils doivent nager beaucoup plus vite pour éviter qu'ils ne se reposent. Le dernier exercice de la journée, c'est celui qui travaille les réflexes. Sangoku et Krillin sont attachés à un arbre sur lequel un nid d'abeilles y réside dans le but de les faire sortir et de les esquiver pour éviter de se faire piquer. Mais si vous pensez que cet entraînement allait être le même au quotidien, vous aviez raison, sauf que dès le lendemain, ils le feront avec une carapace de tortue de plus de 20 kg sur le dos. Alors pourquoi j'ai ouvert une si grande parenthèse sur l'entraînement de Muten Roshi dans cette vidéo? Eh bien en fait, c'est parce qu'il a grandement contribué à faire progresser la puissance de Sangoku. Puisque dès lors du 21e Tenkaichi Budokai, c'est à nouveau Sangoku qui nous est dévoilé avec une toute nouvelle puissance. Le jeune Saiyan se qualifie facilement pour la finale et affrontera Jackie Chun, qui est en réalité Muten Roshi. Le combat sera vraiment serré entre les deux combattants qui vont se livrer une bataille égale et qui va se conclure par la victoire de Jackie Chun, même si Sangoku s'était relevé en premier. Petite mention quand même pour rappeler les exploits de Sangoku qui a réussi à vaincre des adversaires redoutables et surentraînés comme Nam et Gilan. Après la conclusion de cette saga, Sangoku va entamer une guerre avec l'armée du ruban rouge dans laquelle il va affronter de nouveaux personnages et réussira
finalement à démanteler l'organisation à lui tout seul. Même le redoutable tueur à gages connu sous le nom de Tao Pai Pai ne sera pas à la hauteur pour vaincre le jeune Saiyan, qui de son jeune âge a réussi l'exploit de l'humilier. Sangoku est également un être avec une pureté unique, puisqu'il est capable de monter sur le nuage magique et en plus il a résisté au rayon de Hackman. Pour rappel, ce rayon consiste à se servir du vice de la cible pour la faire gonfler jusqu'à faire exploser l'adversaire, et donc n'importe qui comme Vegeta ou un autre aurait péri de cette attaque. Il faudra attendre le 22e Tenkaichi Budokai pour que Sangoku fasse la connaissance d'un nouvel adversaire qui se montrera bien trop coriace pour lui. C'est contre le puissant Tenshinhan que le prodige Sangoku connaîtra une nouvelle défaite à la finale de ce tournoi, même si comme le tournoi précédent, sa défaite était évitable. Bien évidemment, tous ces résumés n'ont pas pour objectif de vous apprendre quoi que ce soit sur le manga, mais bien de retracer l'évolution de la force de Sangoku et ce par quoi il est passé pour en arriver à là. Il y a 2 arcs avant de clôturer la force de Sangoku et son évolution dans Dragon Ball, et ces 2 dernières sagas vont être illustrées par le puissant Daimao Piccolo qui va donner beaucoup de fil à retordre à Sangoku. Déjà, il faut savoir que Sangoku n'a pas réussi à vaincre la version âgée du démon Piccolo, malgré ses entraînements passés, il se fera complètement démonter. Il faudra donc que Sangoku ingère l'eau sacrée pour éveiller son potentiel afin de faire un gain de force pour combattre à nouveau le roi démon qui a depuis retrouvé sa jeunesse d'antan. Le combat sera très serré, Sangoku sera grièvement blessé mais parviendra à vaincre le démon grâce à la puissante frappe de l'Ozaru, ainsi la saga Daimao Piccolo se termine, mais pas son héritage. Sangoku est invité par Camille, qui est donc Dieu, et Popo à poursuivre un entraînement au palais afin de retrouver la progéniture du démon Piccolo dans 3 ans, soit au 23e Tenkaichi Budokai. C'est ainsi que nous en venons à la dernière saga de Dragon Ball. Sangoku participe au tournoi et parvient à vaincre tous ses adversaires jusqu'à la finale. Il parvient même à vaincre le redoutable Tenshinhan malgré son entraînement et ses nouvelles aptitudes remarquables. La finale l'oppose à Piccolo lui-même, qui s'est également entraîné depuis ces 3 dernières années dans le but de prendre sa revanche contre Sangoku, donc nous sommes sur 2 niveaux de puissance différents depuis leur dernière rencontre, et d'ailleurs on aura même droit à un Sangoku qui effectue un Kamehameha avec les pieds. Et même si le combat sera serré et magnifique à regarder, la victoire revient à Sangoku qui domine donc Piccolo avec un 2-0 qui, en plus de cela, remporte son premier tournoi du Tenkaichi Budokai. Voilà de quoi conclure Dragon Ball, l'antagoniste le plus puissant a été vaincu par le héros principal, et en plus, il remporte son premier tournoi, c'était vraiment significatif à l'époque. Dans Dragon Ball Z, Sangoku va évoluer vers un autre niveau de puissance. Après avoir sacrifié sa vie pour éliminer Raditz par exemple, qui a été le premier adversaire que Sangoku ne pouvait tout simplement pas vaincre tout seul, le Saiyan se rendit chez Maître Kaio afin de suivre un entraînement intensif dans le but de pouvoir vaincre les Saiyans, Nappa et Vegeta dans 1 an. Il va donc devoir parcourir 1 million de kilomètres en courant ou bien en volant et il y parvient après 6 mois d'aventure, même si sur les 180 jours il a été dévié de sa trajectoire une fois. Ce qui signifie que si nous divisons 1 million par 180, on obtient donc environ 5500 km parcourus chaque jour, ce qui est énorme quand on y pense. Avec d'autres calculs, si on retire 8 heures de sommeil, il nous reste donc 16 heures actifs dans la journée. Et si Sangoku se déplaçait pendant ces 16 heures là, il se déplaçait à en moyenne 346 voire 347 km/h. Chez Maître Kaio, il va connaître une nouvelle sorte d'entraînement puisque la gravité est 10 fois supérieure à celle de la Terre, soit la même que celle sur la planète Vegeta. Sangoku a donc 6 mois pour s'adapter à cette gravité, en plus d'apprendre les techniques que le grand maître va lui enseigner, à savoir le Kaioken et le Genkidama. L'entraînement va porter ses fruits puisque Sangoku va humilier Nappa avant de tenir tête à Vegeta qui, quant à lui, a quand même la puissance de 18 000 unités et son canon Gary qui aurait apparemment pu détruire la Terre. Il a quand même opté pour le Kaioken x4, à savoir qu'il ne maîtrise cette technique que depuis quelques mois, et celle-ci a pour effet d'avoir de graves conséquences sur le corps de son hôte si celui-ci n'a pas la forme physique pour l'utiliser. Mais nous parlons là de Sangoku, souvenez-vous, le petit Saiyan tenace à la puissance monstrueuse qui depuis des années maintenant affronte tout un tas d'ennemis dangereux et redoutables. Après sa défaite, il est hospitalisé quelques jours avant de demander à se rendre sur Namek avec un vaisseau que le docteur Brief lui prêtera, et ainsi il va pouvoir poursuivre un nouvel entraînement intensif avec les mêmes méthodes que chez Maître Kaio. Cette fois-ci, la gravité sera de 20, soit 2 fois plus haute que celle présente chez Maître Kaio, et Sangoku n'a alors que 6 jours devant lui pour s'entraîner et espérer surpasser Vegeta. Au final, il deviendra même beaucoup plus fort que lui. Dans le manga, nous savons que Sangoku est allé jusqu'à la gravité x50, même si en réalité, il a dû aller au-delà afin de pouvoir mettre son corps à rude épreuve puisqu'il a ingéré de nombreux senzu. Bref, cet entraînement lui permettra de vaincre Rikum, Jizz, Butter et Ginyu sans déployer l'étendue de sa puissance,
Puis il sera soigné par le vaisseau de Freezer afin de bénéficier d'un énième Zenkai, ainsi il va pouvoir affronter le redoutable Freezer et ses 60 millions d'unités. Petit rappel, pour vous informer à nouveau qu'il n'avait que 8000 unités au début de son combat contre Vegeta, plus d'une semaine avant son combat contre Freezer, contre qui il peut déployer plusieurs millions d'unités. Après, Freezer n'est pas n'importe qui non plus, sachant que c'est lui l'empereur de l'univers, on est très loin du niveau de menace que représentaient Daimyo Piccolo, Vegeta, tout ça, à côté ils sont vraiment très gentils. C'est également dans ce combat que nous découvrons le vrai résultat de son entraînement dans le vaisseau, vitesse, force, endurance et technique sont au rendez-vous, Sangoku est littéralement dans un autre niveau de puissance. Il obtient le Super Saiyan qui est la transformation légendaire et avec cette forme, toutes ses aptitudes seront multipliées par 50, c'est ainsi qu'il va venir à bout de Freezer malgré sa forme à 100%. Sangoku est devenu assez rapide pour se déplacer à une vitesse jamais vue auparavant, avec une telle vitesse, le million de kilomètres du chemin du serpent ne lui prendrait que quelques heures désormais. Pour poursuivre sur son évolution de puissance, il faut bien évidemment mentionner la saga Cell en quelques phrases, puisque Sangoku fait son grand retour avec une nouvelle technique, nommée la téléportation instantanée, ainsi il peut parcourir des milliers de kilomètres en une fraction de seconde. Puis il a poursuivi un entraînement sur la planète Yardrat, ainsi il n'a plus le même niveau de puissance que sur Namek, de plus il s'entraîne 3 ans avec Piccolo et Sangohan dans le but de pouvoir faire face au cyborg annoncé par Mirai Trunks. Même si sa maladie au cœur a joué sur sa défaite face à C19, Sangoku n'aurait jamais pu vaincre C17 et C18 et encore moins C16, donc un nouvel entraînement s'impose. C'est ainsi que nous faisons la découverte de la salle de l'esprit et du temps, cette salle permettra notamment à Vegeta et Mirai Trunks de surpasser les limites du Super Saiyan avec différents stades de puissance. Mais c'est Sangoku qui va réussir à cerner l'utilisation du Super Saiyan et qui donc va réussir à exploiter le plein potentiel de cette transformation, car pour ce faire, il suffit de rester transformé pour en faire une nature. Après 21 heures d'entraînement et de réflexion, Sangoku et son fils resteront transformés en Super Saiyan durant quelques jours afin d'être le plus près possible au combat qui les attend. Une fois face à Perfect Cell, un magnifique combat accompagné d'une animation immersive montrera un Sangoku très doué avec des capacités qui vont satisfaire les attentes de Cell, mais malheureusement cela ne sera pas suffisant. Sangoku a réussi à combiner le puissant Kamehameha avec la téléportation instantanée et la pleine puissance du Super Saiyan a été plus que convaincante aux yeux de Cell. Mais ce combat était destiné à Sangohan pour faire briller ce personnage, le désir de Toriyama étant de vouloir faire du fils prodige le futur héros principal de l'œuvre. Pour le moment, nous sommes contraints d'admettre que même si Sangoku est né comme étant un Saiyan de rang inférieur, il est devenu peu à peu un combattant surdoué avec un génie combatif plus que respectable. Sa personnalité et l'éducation qu'il a reçue jouent beaucoup dans son évolution puisque Sangoku, au-delà des entraînements intensifs, il progresse avant tout pour protéger ses proches des adversaires redoutables. Nous en venons donc à 7 ans plus tard, alors que Sangoku est mort par sacrifice face à Cell, nous apprenons qu'il a pu conserver son corps et qu'il a poursuivi des entraînements avec Maître Kaiô. Ainsi, il a pu obtenir le Super Saiyan 2, mais également le Super Saiyan 3, et vous allez voir que son niveau de puissance a encore énormément bien évolué depuis la dernière saga. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent le découvrir, j'ai posté 2 vidéos parlant de ces formes. Si jamais vous voulez les découvrir, je vous mets les liens dans la description. Dans la saga Buu, Sangoku affronte Majin Vegeta qui est d'une puissance Super Saiyan 2 Full Power. Ainsi, ce dernier va affirmer que le niveau de Sangoku dépasse de loin celui de Sangohan lors de son combat face à Cell. Ce qui n'est vraiment pas rien pour situer la puissance de Sangoku puisqu'il cache une autre transformation, le Super Saiyan 3. Il faut savoir que le Super Saiyan multiplie la force de base par 50, le Super Saiyan 2 la multiplie par 100 et le Super Saiyan 3 la multiplie par 400, ce qui est colossal comme écart. Après Majin Vegeta, il affronte le redoutable Majin Buu qui vient de réaliser l'exploit de terrasser 2 combattants de puissance Super Saiyan 2 et il a également réussi à survivre à l'explosion de Majin Vegeta. C'est l'adversaire idéal pour introduire le Super Saiyan 3 puisque Majin Buu surclasse n'importe quel Super Saiyan 2 à ce moment-là et le combat sera plutôt sympa même si Sangoku n'était pas à fond et qu'il aurait pu le vaincre. Par la suite, il est presque inutile de mentionner l'impuissance de Sangoku face à des adversaires comme Super Buu, Buu-Trunks et Buan, mais nous pouvons quand même mentionner son combat face à Majin Buu pur ou autrement nommé Kid Buu. Ce combat est très enrichissant pour Sangoku puisqu'en dehors de Cell, Kid Buu est un adversaire qui a réussi à faire que Sangoku ne puisse pas le vaincre dans un combat à la loyale. Sangoku a utilisé son Super Saiyan 3 et n'a pas réussi à le vaincre, même s'il a affirmé à Vegeta qu'avec une concentration maximale de sa puissance il aurait pu le vaincre, eh bien nous l'avons pas vu. Il faudra donc un Genki-Dama réunissant l'énergie de la Terre entière ainsi que des amis de Sangoku pour venir à bout de Kid Buu, mais sa forme de base n'étant pas suffisante pour mener à bien l'orbe d'énergie monstrueuse, Sangoku verra son énergie régénérée par Polunga, ainsi il va pouvoir utiliser la puissance du Super Saiyan pour renvoyer le Genki-Dama sur Kid Buu et ainsi le vaincre une bonne fois pour toutes. Il est quand même important de mentionner
mentionner le fait que malgré son génie combatif et malgré tous ces entraînements-là, Son Goku n'a pas réussi à vaincre Kid Buu. Aucune de ses techniques n'a pu le défaire, et donc Kid Buu reste un des rares personnages que Son Goku ne pouvait tout simplement pas vaincre avec des méthodes orthodoxes. Il a suivi un entraînement intensif durant ces 7 dernières années dans lequel il a pu progresser au point d'atteindre un niveau de puissance que aucun terrien n'a pu atteindre auparavant, puis il a également débloqué 2 transformations qui, malgré le surclassement total par rapport aux autres Z-Warriors, n'a pas pu vaincre l'ennemi final de la série. Concernant Dragon Ball Super, c'est différent, les échelles de puissance sont divines, le Super Saiyan 3 de Son Goku n'est plus efficace pour contrer les nouveaux adversaires tels que Beerus ou encore Golden Freezer. Il faudra suivre un rituel ancien afin que Son Goku obtienne la puissance du Super Saiyan divin et ainsi forcer Beerus à utiliser 70% de sa puissance. Par la suite, une nouvelle transformation verra le jour, le Super Saiyan Blue qui est l'étape supérieure du Super Saiyan divin, et c'est cette transformation qui va perdurer dans Dragon Ball Super. Des adversaires toujours plus puissants les uns que les autres verront le jour, allant de Golden Freezer à Jiren en passant par Hit, Goku Black et bien d'autres. Après voilà, j'ai peut-être oublié quelques détails, notamment sur l'utilisation du Kaioken, car c'est vrai que ça reste une technique très utile et surtout que seul Son Goku maîtrise pour le moment, et puis celle-ci a pour but de multiplier la force pendant quelques instants, et elle a été très utile à Son Goku lors de son combat contre Vegeta, Freezer, puis même Hit par la suite. Je vais prochainement vous proposer une vidéo sur cette technique car elle m'a toujours intéressé, et puis vous commencez à connaître un petit peu la chaîne, on aime varier le contenu, ça permet aussi de vous proposer autre chose de temps en temps. Pour Dragon Ball Super, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent également appuyer certains propos sur la puissance de Son Goku, notamment sur le fait qu'il maîtrise le Super Saiyan Blue à la perfection, ou bien que sa philosophie l'amène peu à peu vers un style de combat instinctif puisqu'il est l'un des rares mortels, voire le seul à maîtriser un état qui est convoité par les Akaishin. Et donc actuellement, si on écarte Black Freezer, Son Goku pourrait être le guerrier le plus puissant de l'univers 7, car même si Beerus a connu de nombreux retcons, il ne faut pas oublier que Son Goku est mortel et qu'il est âgé de seulement une quarantaine d'années. Même s'il existe d'autres personnages de l'œuvre tels que Gohan Beast, Broly ou encore Vegeta Ultra Ego, si un personnage est capable de progresser au point de vaincre l'ultime antagoniste, c'est bien Goku. Si ma parenthèse ne va pas plus loin pour cette série, c'est bien parce que les valeurs fondamentales qui respectent Dragon Ball et ses échelles de puissance sont à suivre dans Dragon Ball. Pour parler de la vraie puissance de Son Goku, il est compliqué à bien déterminer celle-ci dans Dragon Ball Super à cause des différences entre le manga et l'animé, et de plus le manga n'étant pas encore terminé, il faudra attendre que l'histoire se termine pour vraiment cerner la puissance de notre héros préféré. En attendant, nous pouvons constater que Son Goku évolue vers de nouveaux sommets, notamment avec l'utilisation de l'Ultra Instinct, et qui sait encore quelle transformation et quel niveau de puissance pourra-t-il atteindre à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez vous abonner avec la cloche si elle vous a plu, et n'hésitez pas à la liker et à la partager pour soutenir la chaîne. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, prenez soin de votre ki les amis, ciao.